Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus. Ce soir, on accueille Yann Kliss. Yann, merci d'être venu. C'est président fondateur de Scalingo, qui est une plateforme d'hébergement qui fonctionne un petit peu comme Heroku, même si on verra qu'il y a des différences. Donc Yann a été un des pionniers aussi de la communauté Ruby, puisqu'il a commencé à utiliser Ruby et Rails il y a même plus de 10 ans. Et puis, il est aussi très actif dans la communauté startup de sa région, donc de l'Alsace. Il vit à Strasbourg, où il a monté la province, ouais, où il participe à une structure et il mène différentes activités. Donc Yann, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ta formation, de tes différentes expériences et de comment tu es arrivé jusqu'à fonder Scalingo? Ouais, bah, tout commence en 1988. J'écoute un radiocassette pendant qu'il y a MacGyver qui passe à la télé et mon père range la 505 dans le garage. Non, on m'avait dit qu'il fallait faire court en fait. Non, je vais zapper certains trucs et puis on verra au travers des questions si je détaille ou pas. En tout cas, j'ai monté une petite boîte de service en 2005 qui est encore d'ailleurs spécialisée en fait dans le développement d'applications web. Et qui s'appelle Novelis en fait. Je dis qu'il s'appelait parce que c'est en train un peu de changer. On était spécialisé dans Ruby on Rails en fait, dans cette techno-là qui venait d'apparaître. En fait, les premières versions publiques sont apparues, donc je peux dire que je fais partie des, je sais pas, peut-être des 50 ou des 20 premiers en France à faire du Rails. Je commençais seul, la boîte a grandi un petit peu, on était 10 début 2010, maintenant on est un peu moins. Vu qu'on utilise Rails et qu'on était assez sur toutes les méthodes agiles, on a beaucoup bossé avec des startups ou des projets en création, on va dire d'une manière générale, donc j'ai fait beaucoup de projets très différents. Des clients m'ont proposé à plusieurs reprises d'être leur CTO et leur associé en fait. Parce que par principe, j'ai tout le temps refusé, sauf une fois où j'ai voulu tester ça, une petite start-up spécialisée dans la production d'albums photos à partir du graphe social Facebook. Et à un moment, je rencontre Léo qui va devenir en fait mon associé chez Scalingo. Puis on se pose un peu pour réfléchir un peu à ce qu'on aimerait faire et on sent qu'on a envie de faire quelque chose ensemble. On a une culture assez système au sens, je dirais, bas niveau et pour tout un tas de raisons, on décide de monter Scalingo il y a maintenant 2 ans en fait. D'accord. On a bossé depuis 2 ans sur ce projet. La boîte est officiellement immatriculée depuis fin d'année dernière. Ok. Démarrage commercial en février cette année et on commence à voir les premiers résultats, les premiers affinages du business model. Ouais, donc on en parlera peut-être après. Où est-ce que tu peux nous donner quelques infos? Où est-ce que vous en êtes en termes, peut-être qu'il y a quelques chiffres que tu peux donner ou... Ouais. Donc on a commencé il y a 2 ans, on a fait 9 mois de bêta privée, puis 9 mois de bêta publique. Donc privé, c'était vraiment que pour notre propre consommation, pour friends and family, comme on dit, quoi, les amis proches. Bêta publique, n'importe qui peut s'inscrire. On arrive à la fin de ce cycle, donc en janvier, on est à 250 utilisateurs de toute l'Europe, voire même du Europe ou hors d'Europe d'ailleurs en fait. Comme on est gratuit, il y a beaucoup d'Indiens et de Chinois qui viennent d'ailleurs. À partir de février où on lance en fait l'offre commerciale, on gagne à peu près 10-15 utilisateurs par jour. Donc on arrive à fin mai, on est 1200 en fait. Il y a 1200 utilisateurs, là on doit être à 1005, un truc comme ça en fait. D'accord. Alors je dis utilisateur, hein, je pense que vous avez compris que je n'utilise pas encore le mot client, mais bon, on en parlera peut-être après. Alors je voulais juste rappeler aux personnes qui sont dans la salle que le principe des apéro talks, c'est que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Donc dès que vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole donc, pour que vous puissiez poser. Oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez expliquer votre activité? Ouais, alors chez Scalingo, en fait, on est ce qu'on appelle aujourd'hui un plateforme as a service. L'idée est la suivante, c'est que si vous avez le code de votre application web, site e-commerce, intranet, extranet, API, backend d'application mobile, aujourd'hui c'est très large tout ça,
Si vous avez ça qui tourne chez vous, vous nous envoyez le code par un moyen technique habituel, on va dire, pour les développeurs. Vous envoyez le code chez nous et moins de 2 minutes après, le code est disponible, il est fonctionnel, votre site web fonctionne chez nous et vous pouvez directement commencer à l'utiliser. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir à est-ce que j'ai besoin d'un petit serveur, un moyen serveur, un grand serveur, qu'est-ce que j'ai besoin comme système d'exploitation dessus, etc. Enfin, on gère tout ça de manière automatisée, donc c'est similaire à Heroku. Si vous êtes étudiant à Le Wagon, vous avez sans doute déjà bossé avec Heroku. On est un genre de clone européen de Heroku avec quelques différences. En fait, c'est un guide push en fait. C'est un guide push, ouais, exactement. Ça aussi, on a commencé là. Ah bah voilà, c'est un guide push, exactement. Vous faites un guide push et à partir de là, on détecte en fait la technologie que vous utilisez. Donc Ruby, Rails, Node.js, PHP, Python, Scala, Java, enfin ce que vous voulez. Node.js, on détecte les dépendances de votre application pour qu'elle tourne correctement. On package tout ça dans ce qu'on appelle un container Docker qu'on place quelque part dans notre cluster. Et une fois que ça c'est fait, on met à jour les frontends web de façon à ce que votre application soit disponible et toujours disponible sans interruption. Okay. Juste la dernière chose qu'on sait faire, c'est qu'au départ, on vous donne un container qui a une certaine puissance, on va dire, et en temps réel, vous pouvez faire varier cette puissance. C'est-à-dire que au départ, vous avez un container, ce qui peut vous permettre d'encaisser un certain nombre de requêtes. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez monter à 5 containers, à 10 containers, à 100 containers si vous avez envie. Vous pouvez faire ça le temps que vous voulez. C'est-à-dire que, admettons que vous êtes super bon à Le Wagon et que vous faites parler de vous, et puis dimanche soir, vous passez à Capitale. Donc ça veut dire un pic de trafic très très fort. Vous pouvez, si votre application tournait très bien avec un container, vous pouvez vous attendre à ce que, vu le nombre de requêtes, il va falloir encaisser beaucoup plus de trafic, et donc vous allez devoir augmenter le nombre de containers de votre application. Vous allez le faire le dimanche à partir de 18h ou 20h en fait, ou 20h45, parce que j'ai bossé dans la télé, hein, c'est vraiment 20h45 que ça monte, avant c'est encore très très plat. 20h45, vous pouvez commencer à monter le nombre de containers, vous allez encaisser la charge qui va arriver, puis vers minuit ou le lendemain matin, vous pouvez redescendre le nombre de containers. Et comme on vous facture le container par container et à la minute, vous allez être facturé que en fait, sur ces 50 containers ou les 10 containers ou ceux dont vous aviez besoin durant ce laps de temps. Okay. Voilà pour simplifier. Bonne explication. Il y en avait un qui voulait poser une question, non? Non? Oui. C'était un peu technique, mais est-ce que c'est Docker qui vous a permis de faire ça? Ou est-ce que ça vous a facilité quelque chose que vous auriez pu faire avant de toute façon? En fait, c'est un peu la même histoire que quand j'ai commencé Novelis en 2005, c'est-à-dire que en 2005, je fais le constat que ce qui me plaît le plus, c'est de développer des applications web. Puis à ce moment-là, en fait, il y a un Rails qui apparaît, une première version publique. Je l'essaye, je le teste d'abord dans un cas fictif, puis dans un cas réel. Je me dis, ah, ok, en fait, je peux faire des choses avec ça. Et quand on décide, il y a 2 ans, en fait, c'était en avril-mai 2013, de monter Scalingo, il y a la première version publique de Docker qui apparaît, en fait, ou qui commence à apparaître. Donc on va dire que ça nous a bien aidé, en fait. C'est un genre de concours de circonstances, en fait. Et du coup, on a passé aussi tous les affres des débuts de Docker, quoi. Les trucs instables, les trucs qui meurent tout le temps, enfin, voilà. Mais on était en bêta, donc ça va. On avait le droit, quoi. On avait le droit de casser les trucs. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler, vu que tu as été un peu un pionnier de la communauté Ruby, comme tu nous dis, ça fait plus de 10 ans que tu utilises ça et que tu utilises Rails, tu étais dans les 20 premiers, les 50 premiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de la communauté et puis même du marché, en fait, puisque le marché a dû beaucoup évoluer aussi? Alors, donc en 2005, on est, je ne sais pas combien on doit être en France, peut-être une centaine, je ne sais pas en fait, parce qu'on ne se connaît pas tous, mais on se connaît déjà, on commence à se connaître en fait. Quand même. On sur des forums un peu comme avec Bitcoin sur des forums, sur des mailing lists, ce genre de choses-là. Et l'association Ruby France, sauf erreur de ma part, elle existait déjà en fait, mais elle était très très petite.
C'est-à-dire que le langage Ruby existe depuis très longtemps en fait, et c'est Rails vraiment qui a fait exploser, le langage. Donc Ruby France existait déjà, donc il y avait déjà des bribes de communauté en fait. Et assez rapidement en fait, l'association Ruby France organise un Rails Camp, donc c'est un barcamp spécialisé Ruby. Prétonné, je me souviens plus de la première, 2008, je me souviens plus de l'année exacte en fait. Et en tout cas, à ce moment-là, la communauté, je pense qu'on est un peu tous dans le même état d'esprit. On fait notre premier programme en Rails et on est ébahis, quoi. C'est trop magique, ça va vite. Et puis on sent que ça en a sous le pied, qu'on peut faire vraiment des projets complexes, quoi, en fait. Parce que c'était quoi les blocages sinon avant ça? Rails en fait offre grosso modo en fait la structure d'un projet Rails, elle n'a pas changé depuis le départ, depuis 10 ans. Il y avait déjà des répertoires modèles, contrôleurs, view, helper, etc. En fait. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, qu'un framework web te propose ça sur un langage qui est vraiment sympa à utiliser, en fait. Contrario d'autres langages qui sont moins sympas à utiliser, comme PHP par exemple, quoi. Où tu sens que des fois il y a des choses pas rationnelles, en fait. Là, on sent qu'il y a quelque chose de très rationnel, en fait, et tout est fait pour accélérer la productivité du développeur. Et quand tu es un professionnel, si tu arrives à être plus productif, tu es plus heureux, en fait, quoi. Parce que tu peux faire plus de choses, tu peux faire plus de choses complexes, tu peux passer plus de temps à faire des choses, à faire des choses pointues. Donc ça, c'est le moment vraiment où on sent que ça va exploser, quoi. On sent que Rails, c'est vraiment tip-top, enfin, c'est vraiment... on pense que ça va être le raz-de-marée, en fait, sur les projets web. Ça, c'est 2005, 2006, 2007, à mon avis, je pense un truc comme ça. 2008, on commence à être désabusé, en fait. Parce que malgré tout l'engouement de Rails en France, et en fait, j'ai constaté la même chose en Allemagne, donc je dirais en Europe de l'Ouest d'une manière générale, ça explose pas tant que ça, en fait. Okay. Il y a beaucoup d'existants, il y a beaucoup d'acteurs qui bougent pas très vite, en fait, quoi. Et quand je dis pas très vite, ça veut dire ça se compte en fait en plusieurs années, quoi. Donc là, on sent qu'il y a un genre de plateau. Alors, ce qu'on ne comprend pas à ce moment-là, c'est qu'effectivement, ça explose pas tant que ça. Alors qu'aux États-Unis, ça explose, hein. Toutes les startups commencent à utiliser Rails. Je ne sais plus en quelle année a démarré Twitter, mais c'était du Rails au départ, hein, ça doit être 2009 sans doute, un truc comme ça, quoi. Dans ces eaux-là. Donc aux États-Unis, ça explose. Toutes les grosses startups utilisent Rails. En France, pas tant que ça. Et je dirais que ce qu'on a fait chez Novelis, ça doit correspondre en fait à l'évolution du marché global en France et en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de projets commando. Soit des projets commando, soit des projets pour des startups. Parce que dans les startups, il n'y a pas d'existant. Donc on peut utiliser la techno qu'on veut. Projet commando. Alors, projet commando, c'est. On a par exemple travaillé avec Granini, les jus de fruits en fait. Et c'est le responsable commercial qui est en contact avec moi, qui m'appelle parce qu'il veut faire un projet. Il a entendu parler de nous. Il a besoin d'un outil pour sa force de vente. Et là tout de suite, le mois prochain, il faut que ça démarre en fait. Et donc on discutait avec lui et en gros, il avait demandé d'abord à sa DSI et sa DSI a dit « Ah oui, alors on va peut-être faire un module ERP, alors par contre il faut qu'on le planifie et donc dans un an peut-être qu'on pourra faire le truc. Okay. » Donc là il dit « C'est pas possible, quoi. Moi on a besoin de taffer tout de suite, quoi, en fait, quoi. Donc c'est ça un projet commando, quoi. C'est sur le budget de la partie commerciale, plus ou moins en loose day en fait. Okay. Ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, hein, parce qu'à un moment, la DSI veut savoir un peu ce qui se passe aussi, en fait, quoi. Et je dirais que quand ils posent la question, on peut leur montrer des gages, quoi, en fait. Une question? Quelle est votre cible en termes de type d'entreprise et de type d'acheteur? Chez Novelis ou chez Scalingo? Vous parlez sur le côté historique ou Scalingo? Scalingo, en fait, on a plusieurs cibles. La première et la plus simple, en fait, et celle que je connais bien, en fait, ça va être tout ce qui est startup, projet en création ou web agency. Ensuite, on va s'attaquer à des moyens de compte, mais là, le cycle de décision est un peu plus long. Et ça va être sans doute au travers en fait, de SS2I, quoi. Je dis sans doute, hein, parce que c'est justement sur les choses sur lesquelles on est en train
on est en train de travailler. Et en tout cas, ce qu'on veut essayer de prouver avec Scalingo, c'est que la plateforme peut servir à faire tourner n'importe quel type de projet. On peut faire des choses sérieuses, sérieuses avec en fait. C'est pas juste pour faire pouic-pouic ou des petits projets pour rigoler, quoi, parce que ça a l'air d'être un peu la perception un peu pour le moment en fait. Vous êtes combien en ce moment sur le projet? Chez Scalingo, Ouais. on est 3. Donc c'était dur. Et du coup, c'est 3 cofondateurs ou... Ouais, on est 2 cofondateurs en fait. On est 2 depuis 2 ans à travailler sur le projet. Et quand on a monté la boîte, on a commencé à réfléchir à comment on voulait structurer, on va dire, l'actionnariat et le fait qu'on voulait peut-être monter un advisory board, donc avoir des conseillers plus proches de nous. Et ce qui nous manque, c'est un peu la fibre commerciale en fait. Vous êtes des tech? Ouais. Moi, je suis plutôt sur les aspects produits en fait et tout ce qui est visible par l'utilisateur ou utilisable par l'utilisateur. Mais notre associé est vraiment son côté back-end techno, quoi. Ouais, moi je suis un peu sur les aspects UI, UX. Ouais. Et notre troisième associé, qui est arrivé donc beaucoup plus tard, lui c'est un salesman, quoi, comme on dit en fait. Quoi. Le côté startup, tout ça, ça le fait rêver, quoi, en fait. Ok. Bah, toi aussi, tu es assez intéressé par l'irrigation? J'ai cru, oui. Ah, ok. Allez-y. Où sont vos data centers? Alors, aujourd'hui, on a un data center qui est à Paris. D'accord. Ouais. C'est vos data centers à vous, en fait? C'est vos machines à vous? Ouais, c'est les machines qu'on loue, en fait. Quoi. On a un partenariat avec une boîte d'hébergement, en fait, et on loue des machines chez eux, et eux s'occupent de la connectivité, quoi. Donc, dans le langage commun, on dit c'est notre data center. Tout le monde dit ça, en fait, même si c'est pas moi qui ai les murs, en fait. Quoi. Ils ont leur cage à eux, quoi, en fait. Ils s'occupent eux-mêmes de la connectivité Internet et des connexions avec les opérateurs. Quoi, en fait. Donc ça, c'est aujourd'hui, dans le futur, on espère avoir d'autres data centers, notamment hors d'Europe. Et il y avait une autre question, je crois? Non? Ok. Mais du coup, ça crée c'est une différence, par exemple, avec Heroku, le fait d'avoir ces data centers en Europe, au niveau de la sécurité, par exemple? En réalité, c'est pas tellement un problème c'est pas pour des raisons de sécurité qu'on a décidé de faire ça. Enfin, c'est plutôt pour des raisons de législation, on va dire, ou pour les questions juridiques, qu'on décide, en tout cas, de ne pas aller sur Amazon. Quoi. Okay. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous, personnellement, ce qui nous embête avec Heroku, c'est que le ratio prix-performance, il n'est pas très bon. En tout cas, il n'était pas très bon jusqu'à il y a 2 mois, un truc comme ça, quand ils ont changé leur grille tarifaire, mais avant, il était vraiment pas bon, en fait, on va dire. Même s'ils offrent plein de choses en échange, quoi, en fait, le fait que tu n'as pas besoin de t'occuper d'administration système, même s'ils offrent beaucoup de choses, en échange, le prix reste quand même très élevé. Et pour nous, c'est vraiment le ratio prix-performance, en fait. C'est-à-dire, par rapport à l'argent que tu mets, qu'est-ce que tu as en échange comme facilité de déploiement, de scaling, etc. Et de puissance, en fait. Quoi. Et on trouve que dans ce rapport-là, il y a un souci, en fait. Quoi. Et c'est un des blocages pour lequel, en fait, j'entends encore des gens me dire « Ah, mais moi, c'est bon, tant pis, je vais faire moi-même et je vais louer un serveur chez OVH. » Ou un qui me suffit. Vous êtes plus performant qu'Heroku? Ouais. Parce que, alors, ça a des avantages et des inconvénients, parce qu'on loue des machines physiques, en fait. Quoi. Je veux dire, on est directement dessus et on utilise des containers, donc on utilise des containers Docker, donc on n'a pas de VM, en fait, on n'a pas de machine virtuelle, en fait, qu'on fait tourner, qui rajouterait, en fait, des layers sur ces machines physiques. Alors, en contrepartie, effectivement, on va moins vite sur certains aspects, on est plus dépendant de notre hébergeur sur des aspects de certification par rapport à la sécurité, des choses comme ça, que Amazon peut avoir. Et si demain, Blizzard vient nous voir parce qu'il veut faire tourner un jeu chez nous, il faut qu'on fasse grandir notre cluster d'abord avant de pouvoir accepter des très grosses applications. D'accord, ok. Non. Heroku est chez EC2 Ouais, Amazon EC2. Ouais. C'est pour ça que ça coûte
Eux n'ont pas leur propre serveur, donc ils sont obligés de couvrir les flux d'Amazon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont sur Amazon, mais on va dire que la tendance dans le cloud, que ce soit chez Amazon ou chez Google ou Azure, c'est que tous les 9 mois, il y a une révision en fait, de la grille tarifaire. Et tous les gens qui construisent des choses sur ces clouds-là, en général, répercutent ces baisses tarifaires. Ce qui n'a pas été le cas chez Heroku, quoi. Et alors, déjà, il y a la problématique du prix, et je dirais que de l'avis de beaucoup de personnes, et donc c'est mon avis aussi, depuis qu'Heroku a été racheté par Salesforce, on va dire qu'ils y sont allés cool, quoi, en fait. Autant au niveau le prix qui n'a pas trop changé, enfin, il faudrait que je vérifie, mais ça n'a quasiment pas changé en je ne sais pas combien de mois ou d'années, et aussi au niveau des features, en fait, quoi. Au niveau de ce que peut faire la plateforme, en fait, quoi. Et là, on sent que depuis qu'il y a Docker, là, par contre, il commence à avoir le feu aux fesses, quoi. Donc tant mieux, ça fait plus de concurrence et un meilleur marché, quoi. Donc là, on a un panel, à mon avis, de pas mal de monde qui aimerait bien devenir ou qui est déjà entrepreneur. Toi, tu es assez investi dans la scène entrepreneuriale de ta région. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ce que tu fais avec Alsace Digital, par exemple? Ouais, donc en fait, ça commence à peu près au même moment que Novelis. Pour un certain nombre de raisons, Strasbourg, c'est cool. Paris, j'aime bien y être en déplacement, mais sans plus. Donc tu penses qu'on peut créer une communauté startup dans n'importe quelle ville? Ouais. Alors c'était notre perception et notre volonté depuis le moment où on a monté Alsace Digital. Donc c'était Alsace Digital, c'est il y a 6 ans maintenant en fait. Et la plupart des choses qu'on a faites, en fait, ont été, on va dire, théorisées dans un bouquin de Bradfeld qui s'appelle Startup Community, qui est un bouquin qui décrit son histoire, comment il a monté une communauté de startup à Boulder, Colorado, qui, il y a 20 ans en tout cas, c'était pas... c'est pas très grand Boulder, je ne sais plus si c'est 300 000 habitants, un truc comme ça, c'est très, très petit, puis ils ont un taux, le nombre de startups par habitant est complètement hallucinant aujourd'hui, et à l'époque il n'y avait que dalle, quoi, en fait. Et donc il raconte l'histoire en fait de comment il a monté cette communauté. Et donc on se rend compte qu'on a fait des choses déjà équivalentes, quoi. Donc la première chose, c'est que le projet doit être mené par des entrepreneurs. C'est les seuls qui peuvent faire ça. La communauté, c'est autant les entrepreneurs que ce qu'il appelle dans le bouquin, c'est des feeders. Donc des gens qui donnent à manger ou qui se nourrissent en fait, quoi. Donc c'est autant les institutionnels que ceux qui ont envie mais ne peuvent pas, les wannabe start-upers, enfin, etc. Et en plus de ça, il dit que les entrepreneurs qui décident de se lancer en fait, dans l'aventure doivent être clairs avec le fait que ça met 20 ans. Ouais. Donc il faut s'accrocher. Il faut y croire, quoi, en fait, quoi. Donc voilà, ça fait... avant les trucs d'Alsace Digital, ça va faire 7-8 ans, donc il nous reste 12 ans encore. En parlant de cette histoire de s'accrocher, est-ce que tu as une anecdote d'un moment où ça a été vraiment difficile, où les choses se sont mal passées, ou quelque chose d'une vraie galère, par exemple, d'entrepreneur? Donc chez Scalingo, c'est récent, mais même si j'ai déjà quelques anecdotes, quoi, mais j'en ai chez Novelis, en fait. Je pense que quand on monte une boîte, on rêve tous finalement de grandir, d'embaucher des gens, de faire de plus en plus de contrats, etc. Mais même pas pour une question d'argent, en fait. C'est pour le fait à un moment, je pense qu'on a tous envie d'avoir un impact sur ce qu'on fait, quoi. Et il se trouve que si on veut un impact, il faut avoir une certaine masse, en fait, quoi. Et heureusement, aujourd'hui, grâce à Internet et tout ça, on peut être 5 dans une cave et avoir énormément d'impact. Mais toujours est-il qu'à un moment, il faut grandir. Et le jour où en fait il faut licencier quelqu'un, ou en tout cas ça va pas et on veut le licencier, là c'est dur en fait, quoi. Parce qu'on se dit merde, j'avais pas signé pour ça en fait au départ, quoi. En fait je voulais pas faire ça, quoi, en fait, quoi. Donc ça c'est des décisions difficiles à prendre. Heureusement en fait on est dans l'IT, en fait, quoi. Donc ça a pour conséquence que j'ai jamais licencié quelqu'un, en fait, quoi. Soit ils sont partis en fait d'eux-mêmes, parce que comme on est dans l'IT, les gens ils retrouvent un taf après, donc c'est pas très grave. Même si le marché sur Strasbourg est moins dynamique qu'à Paris, en fait, le marché de l'emploi, je veux dire, les gens n'ont pas de mal à retrouver un travail. Au pire, ils vont à Paris ou ailleurs encore, en fait, quoi. Et le reste était des ruptures conventionnelles, quoi.
D'accord. Donc heureusement, je suis né, enfin la boîte est née après que la rupture conventionnelle existait, quoi. Donc tu n'as pas eu à licencier spécialement ou Non. Ce qui est plutôt bien. Alors du coup, c'est... Je crois que j'avais un bras levé, mais... Non. Du coup, c'est... Toi, tu voulais poser une question? Non, vas-y. Là, du coup, votre produit est terminé, vous n'êtes plus en bêta Ouais. public, et du coup, c'est quoi le prochain step, la première... Alors depuis le départ, donc depuis 2 ans, et c'est un truc que j'ai appris à travers Novelis avec tous les projets sur lesquels on a travaillé, c'est qu'au moment où le paiement CB est en place, et qu'il y a une fille, qui a mis sa CB, quelqu'un que je ne connais pas, qui est ni mon frère, ni mon cousin, ni mon meilleur pote, a mis sa CB et il a payé, en fait, la valeur de la boîte change complètement. Elle change à ce moment-là, en fait, quoi. Et donc c'est ce qu'on voulait atteindre, en fait, c'est absolument ce qu'on voulait atteindre. Donc ça a été long, parce que 2 ans c'est quand même très très long. Faut s'accrocher, il faut arriver à payer ses factures en parallèle, etc. Donc 2 ans sans aucun revenu, c'est ça? Non, je peux pas. Ouais, j'ai une fille, donc c'est pas possible, quoi. Donc je fais de la presta à côté, quoi. Okay. Donc je fais la presta avec Novelis et en parallèle je monte Scalingo. Mon associé était en train de finir ses études, D'accord. depuis il a eu son diplôme, etc. Donc ça a été difficile. Donc là aujourd'hui le next step, par contre on sait aussi depuis le départ que vu ce qu'on veut faire, il faut qu'on ait beaucoup de monde, quoi. Donc soit on est très très bon vendeur et j'arrive à bootstrapper la boîte très 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 longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment, j'arrive à faire tellement de chiffres que j'arrive à embaucher une personne, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Soit j'arrive à faire ça, et dans notre cas, on pense que ça va être trop long. Parce que le marché, la fenêtre, elle n'est pas ouverte indéfiniment, en fait, dans le plateforme de service. La concurrence s'organise, quoi, en fait. D'autant plus qu'il y a déjà tous les gros, en fait, qui bougent. Les petits bougent aussi. Donc on savait que... Donc on sait depuis le départ qu'il faut sans doute qu'on lève de l'argent, et du coup c'est devenu beaucoup plus clair, il faut qu'on lève de l'argent. Et on savait qu'on voulait le faire à partir du moment où on a ce fameux paiement CB avec un mec que je ne connais pas qui paye par CB, quoi. Donc ça c'est le travail en cours, quoi, en fait. D'accord, le prochain step c'est de lever de l'argent. Ouais, d'embaucher, on a du coup on a identifié plusieurs sujets de R&D sur lesquels il faut qu'on travaille, et puis à un moment il faut vendre aussi, faut vendre la plateforme, il faut monter l'équipe tech et monter l'équipe commerciale, en fait. Vous pensez de combien? Pardon? Vous devez combien? 500 000 en amorçage. Ça c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Quel est votre plus gros... Tu disais tout à l'heure que les gens avaient des réticences à héberger leur site sur des plateformes de service. Le plus gros client maintenant, le plus gros site que vous hébergez? On n'a pas de gros site, en fait, pour le moment. On a des moyens clients, on va dire, qui ont plein de petits sites chez nous. Et ce sont des gens qui par ailleurs produisent des très très gros sites. Par exemple, une web agency, un genre de web agency en fait, ou une agence d'innovation, je ne sais pas comment on dit en fait, où ils sont 60. Pour l'instant, ils mettent beaucoup de petites applications chez nous. Donc ce qui est pas mal. Donc ils ont mis la main dedans en fait, quoi. Maintenant, il faut qu'on arrive à les convaincre qu'ils doivent mettre des plus gros projets dessus. Maintenant, on a déjà des applications, pas forcément grosses, mais intéressantes en fait. Par exemple, il y a une boîte allemande qui a bossé pour le plus grand festival de musique danois, le Roskilde Festival, qui a eu lieu début juillet en fait, pendant une semaine. Et ils ont construit une application mobile que tous les festivaliers pouvaient avoir en fait, sur leur application mobile et qui envoie des coordonnées, en fait, des coordonnées GPS à un back-end. Et le back-end ensuite peut dire où se passent des choses, où sont les gens, etc. Puis avec des cartes de chaleur, enfin, et faire des traitements là-dessus. Je crois que cette année, ils avaient 130 000 festivaliers, un truc comme ça. Il y en a 60 000 qui ont installé l'application, quoi. Et donc ça dure de, je sais pas à quelle heure, enfin les heures de festival en fait là ça balance beaucoup de requêtes, quoi, en fait. Ouais. Donc je veux dire, la plateforme est faite pour ça en fait, quoi. Et vous arrivez à l'absorber? Ouais, on avait large la marge, quoi. Son application n'a pas tenu le coup à un moment, mais ça c'était son application, quoi. Ouais, puis donc ça veut dire que c'est sa base de données
MongoDB en l'occurrence, elle est passée de 0 à 70 gigas en 24 heures. Quoi. Donc c'est assez intéressant. Quoi. Et il est censé répondre à plein de nos questions et on va faire un blog post bientôt sur l'application et sur ce qu'il a fait avec. Quoi. Ouais. Ouais, du coup, tu as parlé un peu de la concurrence et du fait de la nécessité de lever de l'argent. Pour toi, c'est qui en ce moment la vraie concurrence? Des concurrents, il y en a plein en fait. Il y a les très gros, donc Google, Amazon Web Services, Azure. Il y a les moyens, on va dire, comme Red Hat, avec leur produit qui s'appelle OpenShift, ou OVH qui commence à se positionner. Et après, il y a plusieurs petits en fait. Je dis petit, hein, c'est pas péjoratif en fait. Il y a Clever Cloud en France, il y a Cloud Control en Allemagne, Shelly Cloud en Pologne. On va dire qu'ils ont tous un peu des particularités en fait. Et aujourd'hui, on sent bien que le marché du plateforme de service ou le PaaS en cours, c'est en train d'entrer en ébullition. Quoi, en fait. C'est comme le mot startup ou le mot accélérateur. Maintenant, tout le monde fait du PaaS. Quoi, en fait. Mais chacun a sa propre définition un peu de ce qu'est le PaaS. Donc il y a pas mal de concurrents, mais et avec on va dire l'utilisation de Docker, on sent qu'il y a quelque chose en fait. Et on sent aussi qu'il n'y a pas encore tout le monde qui a la réponse à qu'est-ce que va être le futur en fait. Quoi. Et c'est en ce sens que on pense qu'il y a une opportunité en fait il y a une opportunité pour nous, premièrement d'une manière générale, et en plus de ça, on pense qu'il y a une opportunité en fait pour qu'il y ait un acteur de référence en Europe. En fait. D'accord. Donc votre ambition, c'est ça en fait. Ouais. C'est de devenir l'acteur de référence en Europe. Ouais, exactement. C'est-à-dire, ça ne nous empêche pas de travailler hors d'Europe en fait, quoi, mais parmi les acteurs européens d'être celui qui est le leader. Qui est le leader. Okay. On va dire ça. Et à terme, vous excluez pas d'aller sur les autres. Non, alors ça c'est un des grands apprentissages en fait depuis qu'on a démarré l'offre commerciale. Outre le fait qu'on s'est trompé un peu au niveau du business model, qu'on a affiné entre-temps, le grand apprentissage, c'est que par exemple, on s'est mis assez rapidement à supporter une techno qui s'appelle Meteor.js, parce que c'est aussi un marché de niche qu'on voulait cibler en premier lieu, parce que c'est plus facile, c'est un marché émergent, et en plus, on pense que c'est une techno qui va de plus en plus exploser. D'ailleurs, derrière Meteor.js, qui est open source, il y a une boîte qui a levé de nouveau 20 millions, un truc comme ça, 20 millions de dollars. Donc on supporte je dirais même qu'on a le meilleur support du monde de cette technologie-là, à l'américaine, on est le meilleur du monde là-dessus. Et en fait, il y a les Américains qui viennent utiliser notre plateforme. Et donc eux, tout le côté, on est européen, les data centers en Europe, ils s'en scotchent. Quoi. Et ils veulent que ce soit le meilleur truc. Quoi. Et pour ça, ils viennent en fait. Quoi. Donc ça, c'est un des grands apprentissages, et ce qui veut dire aussi que même si on est une boîte française ou européenne et qu'on veut travailler sur le côté, c'est un de nos arguments marketing, le fait de dire que sur les législations européennes, vous ne mettez pas vos données sur le cloud Amazon, et pour un certain nombre de boîtes, c'est vraiment un problème en fait. Il n'en reste pas moins qu'il y a des Américains qui sont intéressés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution pour monter un data center rapidement en Amérique du Nord en fait. Moi j'ai une question en fait justement en parlant de croissance à l'international, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que la récente loi sur le renseignement et le fait que vos data centers soient français, est-ce que c'est quelque chose qui a affecté votre activité ou est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir? Pour être honnête, on est trop petit pour nous en préoccuper en fait. Tant que pour l'instant, je fais confiance à OVH ils sont assez gros pour faire ce qu'il faut et on verra s'ils déménagent vraiment leur data center ou pas, mais j'y crois pas vraiment. Surtout que d'après eux, les points réellement problématiques dans la loi ont été sortis. Quoi. Pour l'instant, c'est pas trop un problème quoi, en fait. Effectivement, nous, dans le pitch deck qu'on envoie à des investisseurs, on rappelle des études Gartner
pour dire qu'à cause d'affaires comme Prism, il y a un manque à gagner énorme en fait, pour les acteurs américains du cloud. Maintenant, dans les faits, c'est quand même assez difficile à évaluer parce que comme le marché, d'une manière globale, est en croissance, comment est-ce que tu mesures qu'il y a un manque à gagner? Est-ce que la croissance avance moins vite? C'est un peu compliqué. Donc je ne saurais pas dire si effectivement ça a un impact. En tout cas, comme dit, les Américains qui sont venus sur notre plateforme, ce n'est pas pour ces questions-là qu'ils sont venus en fait. C'est pour des questions de support ou de techno quoi, en fait. En tant que cofondeur de startup, c'est quoi ta stratégie de recrutement Alors, on va utiliser la même que chez Neolevis en fait, parce que donc au départ j'étais seul, on était un. J'ai un gros projet qui est arrivé et puis il y en a 2-3 autres moyens qui sont arrivés à peu près au même moment en fait, donc je me dis, j'avais très peur en fait de ne pas pouvoir embaucher. Et il faut quand même voir qu'en 2008, le fait d'être freelance en dev, c'était pas très courant en fait. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le marché a beaucoup changé en fait. De ce point de vue-là, la crise est passée par là d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné des gens de boîtes quand même d'une certaine taille qui disent ouais, on n'arrive pas à embaucher des développeurs Ruby. Ce qui n'a jamais été mon problème quoi, en fait. Mais du coup, j'utilise une stratégie, on va dire, proactive, qui en tout cas a marché pour les devs. Donc, c'est-à-dire que je donne des cours en fait, en DUT, en école d'ingé, essentiellement à Strasbourg en fait, mais j'en ai fait un peu aussi à Paris. J'interviens dans des conférences, dans des meet-up. On cherche à embaucher un bizdev d'ailleurs. Ou un commercial, ou peu importe comment le nom que vous mettez après en fait. Où j'ai organisé en fait des événements en fait sur Paris en fait. Donc assez facilement il y a des gens qui viennent vers toi quoi. Vu que j'essaie de pas trop raconter de conneries, en général les gens sont intéressés puis ça se fait assez naturellement. Et on prend aussi beaucoup de gens en stage en fait, même des premières années d'école d'ingé. Parce que même si c'est pas eux que c'est pas forcément ma passion d'élever des mecs pendant 5 ans en fait. En tout cas, ça fait tache d'encre ou tache d'huile en fait dans leur école. Il y a d'autres gens qui viennent après. Enfin voilà, donc il y a un cycle vertueux, je dirais. Et finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Quoi, en fait. Formel. Ouais. En tout cas, j'estime que c'est un investissement nécessaire et en plus ça m'intéresse quoi. Ça m'intéresse et en général. Du coup, les gens que j'embauche, ça les intéresse aussi. Voilà. Ça fait grandir une communauté interne en quelque sorte. En fait. S'il y a une dernière question, on la prend. Sinon, on va passer à une sorte de petit échange autour d'une bière. Vous pourrez poser vos questions à Yann. Le temps imparti a déjà écoulé. Le temps est écoulé, en effet. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus en tout cas. Il y a peut-être des questions. Dépêchez-vous, il y a des questions possibles. Juste une question parce que j'ai pas très bien compris exactement ton business model en fait. Donc le business model, c'est que on vend du temps de container ou on loue du temps de container en fait. Donc c'est-à-dire que admettons que tu déploies ton application, il faut faire tourner l'application et en général tu vas prendre une base de données aussi en fait. On loue le temps que tu utilises ton container ou tes ressources en fait sur notre plateforme. Quoi. Donc c'est ce que tu disais, si ça nécessite un volume supérieur de plusieurs containers. Ouais, etc. Ouais, exactement. Et donc ça, comme dit, on facture la minute. Quoi. Et donc ça veut dire qu'à la fin du mois, tu as une facture consolidée en disant voilà, tu as utilisé tant de containers, tant de bases de données, tant d'autres choses en fait. Quoi. Voilà. Et le dimensionnement, c'est automatiquement par jour? Non. Pour l'instant, il faut le faire manuellement parce que c'est un problème complexe. Quoi, en fait. C'est un problème que. Prévoir les pics. Ouais. Comme on facture à la minute, c'est facile pour vous. Enfin, c'est facile. C'est peu onéreux pour vous de tester à l'avance, en fait. On verra dans le futur si on met des choses en place pour. On appelle ça souvent l'auto-scaling, en fait. On verra si on met des choses en place pour ça ou pas. Quoi. Mais c'est un problème complexe en fait parce que
admettons qu'on dise, OK, vous avez un container, et puis suivant, la métrique la plus basique, c'est le temps de réponse, en fait. C'est-à-dire que j'envoie une requête, un navigateur envoie une requête, et ça met un peu de temps à revenir, en fait. Donc ce cycle-là met un certain temps. Si ce temps augmente, ça veut sans doute dire que mes ressources, il n'y a pas assez de ressources pour faire tourner mon application, en fait. Donc on pourrait se baser sur le temps de réponse, et ça serait même assez facile à faire. Le problème, c'est que c'est un peu trop basique, quoi, parce que si admettons qu'on monte à 10 containers et que le temps de réponse est toujours pas bon, est-ce qu'il faudrait monter à plus? Est-ce que c'est la base de données qui pose un problème? Est-ce que c'est le code qui a un problème? Parce que souvent, en fait, en réalité, c'est pas... on va souvent se rendre compte que il y a des erreurs qu'on voit partout, en fait, et elles sont innées dans le code. Que je passe à 1 ou à 100 containers, ça ne va pas changer tellement de choses que ça, en fait. Par exemple, j'ai 1000 utilisateurs qui se pointent et qui uploadent des images ou qui font une action qui envoie un mail ou qui font des actions qui mettent un peu de temps. Déjà, tout ça, il faudrait le faire en asynchrone. Enfin, il faudrait le faire d'une autre manière, en fait. Et ça, que je mette 1 ou 50 containers, ça ne va pas changer tellement de choses. Ou vous avez oublié un index sur une base de données, c'est pareil, 1 à 50 containers, ça ne va pas changer tellement de choses que ça, parce que c'est la base de données qui va pêcher, quoi. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est un problème complexe. Dans le futur, on aimerait le résoudre. De deux manières. Donc, premièrement, en faisant apparaître de nouvelles métriques ou des nouvelles mesures, en fait, sur l'utilisation des containers, c'est-à-dire au moins CPU, mémoire, nombre d'opérations input-output, temps de réponse et d'autres choses, en fait, pour pouvoir, on va dire, affiner, en fait, le modèle et faire de l'autoscaling. Après, il n'empêche pas que peut-être qu'on va pouvoir définir des profils, parce qu'on sait que peut-être que les applications Rails, elles fonctionnent effectivement d'une certaine manière qui fait qu'on pourrait imaginer de faire de l'autoscaling, un type d'autoscaling qui marcherait sur toutes les applications Rails, ou si des gens font du Magento, on pourrait imaginer qu'on arrive à définir un profil d'autoscaling qui marcherait et qu'on pourrait activer par défaut ou proposer, en fait, par défaut. En tout cas, c'est un sujet, on estime, qui est complexe. Donc pour pallier à ça, en fait, on a une API qui permet de piloter entièrement la plateforme. En fait. Toutes les opérations que vous pouvez faire à travers le dashboard web ou avec notre client en ligne de commande, ça passe à travers une API, y compris changer le nombre de containers ou changer la taille de la base de données, etc. Donc pour l'instant, notre réponse est de dire, OK, il n'y a pas d'autoscaling, mais il y a des outils pour que vous puissiez automatiser ce processus, en fait. Est-ce que dans ces conditions, vous envisagez de proposer des services complémentaires qui sont l'utilisation de la base de données ou de code? Ouais, clairement, quoi. Enfin, je pense qu'on est obligé parce que c'est à la limite entre le support et l'analyse, en fait, donc forcément on va devoir faire ça, c'est assez clair, quoi. Donc moi j'ai déjà fait du service, donc je sais ce que c'est. Donc sans doute que le modèle va être un peu comme chez Heroku, en fait. C'est très très cher, en fait. C'est très très cher, c'est vendu à l'heure ou à la demi-journée ou un truc comme ça. C'est volontairement cher parce que c'est pas, ça consomme du temps homme qu'on pourrait utiliser ailleurs. Après, on pourrait très bien envisager que fasse des partenariats avec des écoles, des accélérateurs, des gens comme ça, quoi, pour dédier un peu de temps aux gens qui suivent ces formations, quoi, en fait. Et en termes de facilité d'utilisation, c'est l'équivalent des Heroku, c'est plus facile, plus compliqué. C'est pareil. Pour des petits aspirants développeurs web qui sont ici. If your code works on Heroku, it will work on Scalingo. C'est notre motto. Ouais. D'ailleurs, on va développer. Moto, c'est pas build, deploy. Ouais, ça aussi. Ouais. Non, si votre application tourne chez Heroku, elle tourne chez nous, en fait. Okay. C'est aussi simple que ça. Et on va d'ailleurs, on a dans l'idée de développer un outil pour faire la migration automatisée, en fait, de l'application. On va arrêter maintenant. Et si vous avez des questions, on va tous se lever et discuter entre nous. Donc n'hésitez pas à les poser. On reste là. Tu restes là encore un peu? Ou c'est une question? J'ai pas le choix, en fait. D'accord. Donc voilà, on discute. Si vous avez des questions.